Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un lion en majesté progresse devant une rangée de CRS. Est-ce un montage? Est-ce une image produite par une intelligence artificielle? Est-ce un scoop saisi par un photoreporter? Cette image est en couverture du livre La photo en question, dont on accueille le co-auteur David Groison. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu scientifiques et programmes de géo. L'actu, c'est la découverte de cette chaîne de volcans sous-marins en Antarctique. Tiens, ça aussi, ça donnera de belles photos. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, toujours avec de belles photos à venir, puisqu'il va vous présenter la doyenne des porteuses de flammes olympiques. Elle a 102 ans. Et puis du verre à l'image pour finir dans le cours particulier de Marie-Olivier avec la semaine francophone de la classe de Aurore. Elle approche. Marie vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Depuis l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux, les images sont omniprésentes dans la vie quotidienne des jeunes et d'ailleurs des moins jeunes. Mais sait-on les lire, les décoder, les comprendre? C'est l'objet du nouveau livre de David Groison et Pierre-Angélique Schuller chez Actes Sud Jeunesse. Son titre, La photo en question. David Groison, bonjour. Bonjour. Dans le civil, quand vous ne faites pas des bouquins sur la photo, parce que ce n'est pas le premier, vous êtes directeur éditorial de Bayard Graphique, vous avez publié plusieurs ouvrages autour de la photo. Alors, cette image de couve, là, ce lion qui progresse devant les CRS. Ah, on spoil dès le début? Ah bah oui, on divulgage. Bah oui, non mais évidemment c'est une photo générée par intelligence artificielle. On l'a voulu ainsi parce que c'est effectivement aussi la grande actualité de notre rapport à l'image, même si au fond c'est quelque part un peu en superficie d'un rapport plus général qu'on a à l'image comme preuve, comme façon d'authentifier une information. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut se méfier de toutes les images qu'on voit? Alors nous on essaye d'être sur cette ligne de crête avec Pierre-Angélique, de ne pas vouloir se méfier mais d'apprendre à construire son regard. Parce qu'on aurait, au fond, tout autant faux à se dire on veut douter de toutes les images, ne croire à aucune image, que de les lire béatement et de les partager sans réfléchir. Donc l'idée, c'est à chaque fois... Là, les questions, ça part vraiment de questions d'ados qu'on a rencontrés dans des ateliers, d'histoire réelle, de journalistes, de professionnels de l'image. Et l'idée, c'est d'essayer d'aider les adolescents à nourrir leur réflexion et prennent des réflexes et aiguisent leur curiosité et leur regard. Justement, du côté de ces réflexes, parce qu'effectivement, le bouquin est extrêmement riche de ce point de vue-là, comment je détecte une image produite par une IA, par exemple, les gestes qui sauvent? Alors c'est hyper compliqué, justement l'idée... Super. Ben non, mais parce que si on renvoie qu'à l'utilisateur l'idée qu'on va détecter une image générée par intelligence artificielle, c'est assez compliqué. Donc on fait un petit jeu en prenant 4 photos de famille en train de manger des glaces et on dit est-ce que tu arrives à trouver? Bah franchement Emmanuel, vous avez trouvé ou pas? Non, absolument pas. Moi je pense que c'est assez compliqué. Elles sont là, je les retrouve, c'est vers la fin, je me souviens. C'est assez compliqué à trouver. D'abord parce que au fond, ces images générées par intelligence artificielle, leur premier usage, c'est justement ces photos assez génériques qui elles-mêmes sont assez fake en fait, sont faites avec des mannequins, sont faits pour être à moindre coût, mondialisés, illustrer le bonheur. Mais du coup, ça nous dit, bah voilà, ces images-là, qu'est-ce qui est plus faux? Généré par intelligence artificielle, fait avec des mannequins qui ne sont de toute façon pas une vraie famille. C'est poser ces questions du rapport à l'image d'illustration, l'image d'actualité, celle de reportage, celle qui est faite en base de données. Des fausses familles mannequins qui mangent des fausses glaces parce que sinon ça coule. Il y a aussi une série de photos sur la manière de photographier la nourriture, si je me souviens bien. Dans les pistes qui sont un petit peu à l'ordre du jour pour nous aider quand même face à ces images, il y a l'idée que les logiciels qui produisent des images comme DALL-E, comme Midjourney, mettent des filigranes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne puisse plus faire circuler des images qui ont été entièrement générées par une machine sans le dire. Oui, alors ça, on a discuté avec une mathématicienne, Tina Nikuka, qui a développé tout un logiciel extrêmement performant pour détecter les montages à partir d'une photo sur des modifications, des altérations, tout le Photoshop en fait. Donc on fait de la pédagogie du logiciel, comment il marche, et il est utilisé notamment par les grandes agences comme l'AFP quand ils reçoivent des images pour essayer de détecter est-ce qu'il y a des modifications. Elle essaye de trouver des astuces mathématiques pour détecter l'intelligence artificielle, mais c'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas des images, c'est pas des photos, c'est des dessins au fond. C'est-à-dire que c'est pas une captation de la lumière, l'image artificielle. C'est une écriture qui est créée de toutes pièces. Ouais. Et donc là, c'est une peinture hyper réaliste. Voilà, à nous de développer une autre façon de les détecter par des outils. Et en attendant, c'est vrai que on pourrait avoir une politique publique de dire, demandons à ces outils-là
de générer un filigrane intégré à l'image qui permette de détecter est-ce que ça a été créé par Dali ou pas. C'est quand même un changement de degré aujourd'hui. La manipulation de l'image, elle est vieille comme la peinture ou vieille comme la photo. Enfin, et puis tous les régimes dictatoriaux ont manipulé des photos effaçant des personnages. Enfin, il y a des exemples très très célèbres. Mais simplement aujourd'hui, c'est à la portée de tous. C'est ça qui a changé quand même. Exactement, c'est à la portée de tous. Mais au fond, ce que nous dit aussi Grégoire Lemarchand de la cellule des fact-checkers de l'AFP, c'est que 80% des modifications de photos, des photos truquées qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est juste un changement de légende. C'est-à-dire, c'est de donner une autre date, un autre lieu, et d'utiliser une violence policière en Argentine pour faire croire que ça s'est passé hier à Vitry-Châtillon. Il y en a eu beaucoup, je crois, qui prend l'exemple au moment de la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, en France, Exactement. Ça a beaucoup circulé, où il y avait des images de violence policière tout à fait authentiques, simplement, elles n'avaient pas été prises à ce moment-là. Et donc, ça en faisait de fausses informations, en tout cas. Il y a un domaine dans lequel, et on va annoncer ce faisant l'anti-sèche de Brandon, il y a un domaine dans lequel on admet des modifications d'images, c'est un certain nombre de représentations scientifiques, aussi bien celle de l'immensément grand, avec l'immensément petit. Ouais, exactement. Exactement. Alors on a voulu ces questions-là aussi pour dire c'est des modifications, mais qui sont dans le cadre d'une démarche scientifique. Donc voilà. Du coup, effectivement, on va en montrer deux. Voilà, donc ça, c'est l'espace par le télescope James Webb. Exactement. Et en fait, c'est pas vrai, ça ressemble pas à ça. Alors c'est pas vrai, vous allez vite, mais du coup il y a notamment les couleurs qui sont fausses. Voilà. Les couleurs qui sont fausses qu'on remodifie en disant que le bleu, avec des conventions, en disant le bleu c'est plus énergétique, donc on va transformer la partie qui correspond à des données plus énergétiques en bleu, et puis inversement sur le rouge, le fait qu'il y a aussi des faux positifs, etc. Et puis la même chose sur l'infiniment petit avec le fameux Covid, où là il y a les protéines qui sont en rouge. Les méchantes protéines, les picoles, on les a mises en rouge parce que ça fait peur quand même. Parce que ça fait peur. Et ça renvoie quand même à toute la symbolique. On va se retrouver, David, juste après l'anti-sèche pour continuer à parler de la photo en question qui vient de sortir. C'est chez Actes Sud Jeunesse. Il y a, je crois, 40 questions, 38. Je ne me souviens plus, je les ai comptées. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et qui sont des questions super opérationnelles, évidemment à destination des jeunes, Actes Sud Jeunesse. Mais croyez-moi, on peut tout à fait les lire en tant qu'adulte. On y apprend plein de choses. L'anti-sèche, Brandon White. Brandon, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Anti-sèche qui nous emmène tout au fond de l'océan avec la découverte de volcans sous-marins en Antarctique. L'occasion en même temps de revenir sur les origines. Oui, c'est notre partenaire, le groupe Playback, qui nous apprend cette petite histoire dans l'édition Mon Quotidien du 20 avril. Alors, un petit point géographique quand même. L'Antarctique, donc un continent qui est situé dans l'hémisphère sud. C'est un continent plus petit que l'Afrique et l'Asie, mais plus grand que l'Europe. Et l'Océanie, on est à environ 12 000 km de la France de distance. Donc, la chaîne de volcans en Antarctique a été découverte par des scientifiques italiens, déjà découverte il y a plusieurs années, mais un second voyage au mois de mars dernier. Donc ces scientifiques qui découvrent ces chaînes de volcans, on parle de 1500 mètres au-dessus du fond océanique, ils sont cachés sous la mer, et ces volcans sous-marins, alors qui plus est quand même avec des dimensions imposantes, spectaculaires, il faut les donner. Spectaculaires, ça peut surprendre, mais en fait c'est très commun si on regarde bien, puisqu'ils sont plus nombreux par exemple que les volcans terrestres, et c'est même d'ailleurs la grande majorité. Une donnée quand même très éloquente, on compte plus d'1,5 million de volcans sous-marins contre 1500 volcans terrestres actifs, potentiellement actifs, et les scientifiques quand même estiment, dans un dernier rapport notamment ces derniers mois américains, l'université de Cambridge à la fin du mois de novembre, ils estiment que l'activité volcanique sous-marine est bien plus intense que celle enregistrée sur Terre. Les éruptions sont plus fréquentes et les laves aussi sont plus dangereuses, rejetées notamment, qui représentent 3/4 du volume émis par l'ensemble des volcans, mais c'est aussi parce que ces volcans sont moins connus, sont beaucoup moins étudiés par les scientifiques, que lorsqu'on fait une découverte, on est aussi surpris par les résultats. D'ailleurs, l'UNESCO a, dans son bulletin du mois de décembre dernier, a estimé qu'il y avait aussi des dangers, des conséquences potentielles de tsunamis, notamment en France. On en retrouve aussi pas loin de chez nous, sur les côtes portugaises, mais aussi en Espagne. On a beaucoup de volcans qui sont certes éteints. Il y a les îles Canaries, les îles Canaries, effectivement, notamment au sein de l'archipel d'El Hierro, où un volcan sous-marin est entré en éruption en 2011 et ça a provoqué un changement de la couleur de l'eau. Bon, quand ça arrive, mes révisions de
sur les volcans. Les fusils explosifs sont lointaines, mais enfin quand même la pression de l'eau atténue l'ampleur de l'explosion, bien évidemment. En revanche, ça peut avoir des effets sur les coulées de lave, c'est ça qui peuvent... ça peut produire effectivement aller des très loin. de gaz et des cendres qui s'élèvent dans l'eau. Il faut savoir aussi que ces éruptions volcaniques sous-marines peuvent avoir des conséquences surtout sur l'environnement marin, notamment en libérant des gaz, donc des métaux lourds, des particules fines, et elles peuvent également déclencher des glissements de terrain, des tsunamis, ça on vient de le dire, et perturber la navigation maritime. Ces éruptions volcaniques peuvent également provoquer l'émergence, la création d'îles. Alors ça s'est passé notamment au large de l'équateur, l'île de la Plata, il y a quelques mois, puisqu'il y a une île qui est née grâce ou à cause donc de l'éruption sous-marine, ou encore au Japon, c'était au mois de novembre dernier, à 1200 km de Tokyo, où on a une île qui s'est formée après l'éruption d'un volcan. Ouais, c'est des éruptions qu'on voyait, non? Comment? C'est des éruptions qu'on voyait. Oui, qu'on voyait effectivement. Il y a des photos d'ailleurs partagées sur les réseaux sociaux, avec plusieurs centaines de mètres au-dessus de l'eau, et donc ces colonnes d'eau. Et cette île n'est pas encore habitée, elle n'a pas encore de nom. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été lancé dans la presse japonaise pour lui donner un nom. Elle peut s'agrandir, elle peut aussi totalement disparaître, c'est ce que disent les scientifiques. Donc, réponse dans les prochains mois. Allez, et ça fera là encore de très belles photos. Sans doute. Belle transition pour retrouver David Groison. Merci beaucoup, Brandon. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral, David Groison. Sommes-nous plus beaux sur les selfies? Les photographes prennent-ils des risques? Peut-on reconnaître une photo fabriquée par intelligence artificielle? Ce sont quelques-unes des 30 questions, voilà, je les avais comptées, 30, qui structurent la photo en question. Le nouveau livre de David Groison et Pierre-Angélique Schuller qui vient de sortir chez Actes Sud Jeunesse. David, les photos de reportage ne sont pas le produit de l'intelligence artificielle, mais elles sont pour autant construites, elles résultent de choix. Et vous donnez un certain nombre d'exemples dès le début du livre, si je me souviens bien, autour de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier, au moment de la théoriquement, ce qui s'est produit finalement de la prise de fonction de Joe Biden. Vous dites, bah voilà, on peut raconter plein d'histoires en étant au même endroit. Oui, alors la photo est un instantané, donc à un moment de l'instantané de l'instant. Si chacun se souvient exactement quand il a regardé les premières images de cette prise du Capitole, les premières images qu'on a vues, et on en publie certaines de ces images-là, c'est plutôt des images de policiers complaisants qui prennent soin des manifestants. Je ne la retrouve pas une photo d'un policier qui verse de l'eau. Ouais, voilà. Parce qu'il a pris des gaz, etc. Donc on se dit, bah tiens, la police est complice, ou en tout cas extrêmement... bon, et puis il y a eu une autre série de photos qui disent l'inverse, qui montrent un policier tout seul face à une horde en furie, etc. Et donc on rappelle en fait le temps de l'actualité. Alors c'est culotté de le faire peut-être sur une chaîne de télévision, mais c'est qu'effectivement ça prend du temps. En fait, ça prend du temps. Il y a cette culture de l'instantanéité. Ça renvoie la question à nous consommateurs de médias aussi. C'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de savoir tout de suite maintenant? Ben non, parce que il faut tout ce travail à la fois de journalistes, d'enquêteurs, des députés et congressmen qui ont fait ce boulot d'essayer de reconstituer pour se rendre compte qu'en fait c'était une façon, une gestion de la foule en colère en fait, d'ouvrir des barrières. Ils n'étaient pas très nombreux, la foule était très nombreuse. On a essayé de faire du damage control, comme on dit en français. Voilà, exactement. On a essayé de sauver des vies. On peut donner du sens à une image avec la manière dont on la cadre, mais aussi on joue sur des stéréotypes culturels. C'est pour ça, nous expliquez-vous, qu'on a autant d'images de jeunes femmes dans les manifs. Ça renvoie... à nos connaissances, à un tableau célèbre. Pierre-Angélique Schuller, qui est la co-autrice avec moi du livre, elle est iconographe de presse. Et effectivement, on s'est dit, mais c'est fou toutes ces photos où à chaque fois il y a une jeune fille qui surgit de la foule. Alors il y a un tableau célèbre, effectivement, La liberté Guy dans le peuple de Lacroix, qui a forgé à nous tous notre culture visuelle. Oui, parce qu'on l'a tous vu, c'est dans tous les manuels scolaires. Et puis il y a effectivement aussi des stéréotypes culturels, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il y a la question d'une jeune fille, la jeunesse qui est toujours l'espoir par rapport à des gens plus âgés comme moi, le fait que ce soit une femme, il y a quelque chose d'une innocence par rapport aux hommes qu'on va suspecter d'avoir aussi cassé des vitrines, pouvoir et violence, à être dans la violence. Et puis il y a la foule et l'incarnation par une seule personne, et ça c'est un classique de la photo de presse, c'est-à-dire une foule, il n'y a pas d'émotion, une seule personne, d'un coup il y a un attachement. Et il se passe quelque chose. Effet miroir. La différence entre une intelligence artificielle, je continue à tirer le fil, et un photoreporter, c'est que ce dernier a une éthique. Et vous en avez interrogé, alors vous avez cité Grégoire Lemarchand de l'AFP, mais vous en avez interrogé sur leur rapport aux personnes qu'il photographie, notamment pendant les guerres. Et là, il y a quelques témoignages très émouvants, voire bouleversants.
Et pas que pendant les guerres d'ailleurs, il y a aussi l'exemple du suivi d'une famille de migrants. Corentin Follen, effectivement, Raphaël Jacob-Zabé, des photographes. Raphaël, il a été même blessé en mission pour le quotidien Le Monde. Donc c'est vrai qu'on a voulu leur donner la parole aussi pour qu'ils aident les adolescents, parce que ça c'est une question que moi j'ai à chaque fois dans tous les ateliers, à tous les coups, c'est mais pourquoi ils aident pas ? Pourquoi ils prennent des photos dures et ils n'aident pas, et du coup on leur renvoie la question. Ils ont des réponses chacun différentes, ils témoignent, ils racontent des histoires, et ce qui nous plaît nous c'est effectivement que ces histoires puissent nourrir la profondeur du questionnement des adolescents en fait, qu'ils se disent pas ah ben en fait j'avais tout juste, j'avais tout faux, mais qu'ils se disent quelque chose, et dans la complexité du rapport à l'être humain, peut-être qu'effectivement les gens qui sont là pour aider, il y en a, c'est des professionnels, c'est des médecins, c'est des infirmiers. Et la profession du photographe, c'est de photographier. C'est autre chose. Mais certains confessent quand même que dans certaines situations, quand ils voient une personne âgée traverser pendant la guerre en Ukraine une rivière glacée par moins 10 degrés, ils font comme tout le monde, ils filent un coup de main à la dame. Ils aident évidemment. Voilà. Et la limite, c'est l'argent, c'est-à-dire qu'ils font ça gratuitement, évidemment, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, et pas, il n'y a pas de ligne. La ligne jaune, c'est ça en fait. Leur ligne même rouge, c'est de se dire effectivement, on n'accepte pas d'argent, et pour quelque chose qui les dépasse, en fond, pour le rapport des citoyens à l'information et au journalisme. Si on commence à payer et à donner de l'argent aux gens qu'on interviewe, effectivement, on casse quelque chose de plus grand que nous. C'est comme de payer un modèle. Exactement. On ne le fait pas. En fait, il faut se demander quel est, au sens propre comme au sens figuré, le point de vue du photographe. Oui, alors là, on a pris 2 images de manifestation, et effectivement figuré et littéral, parce que se dire où est placé le photographe en disant il y a une photo prise du côté des manifestants et on a l'impression que les forces de l'ordre sont extrêmement violentes, voilà, et nous frappent. Et puis du côté des manifestants, des forces de l'ordre, ils sont quand même en train de s'en prendre plein la figure. Ils s'en prennent plein la tête, etc. Les deux sont vrais, les deux sont justes, mais effectivement, où est placé le photographe, son point de vue, voilà, c'est fondamental. Figuré et littéral. Et on regarde évidemment les légendes ou les métadonnées, qui sont une forme de légende finalement. On se retrouve après la récré pour continuer à parler de la photo en question avec David Groison, c'est chez Actes Sud. Jeunesse, Brandon, la récré. C'est la récré Interage aujourd'hui. C'est ça, exactement. Vous nous emmenez faire un tour sur la route des Jeux Olympiques de Paris avec une ancienne résistante. Elle a été choisie pour être l'une des porteuses de la flamme olympique. Elle sera la doyenne des porteurs et porteuses de flammes. Oui, doyenne, 102 ans, Mélanie Berger-Vol. Alors, c'est une résistante, une figure locale à Saint-Étienne qui était choisie par le département de la Loire pour, du coup, effectivement, porter cette flamme olympique dans ses relais. Une figure de la résistance, quand même, il faut le dire. Cette femme-là résiste dès l'adolescence dans son pays, en Autriche. Elle quitte en 1938 au moment de l'annexion d'Adolf Hitler du pays. Elle rejoint la France, déguisée en garçon. Ensuite, elle entre dans la résistance. Elle est arrêtée direction la prison des Baumettes. Elle s'évade puis direction la résistance jusqu'à la libération de Paris. Elle reçoit beaucoup de titres, cette femme, la Légion d'honneur. Et là, c'est un titre symbolique. Ça ne lui fait pas peur à cette femme parce que c'est une passionnée. C'est une passionnée de sport depuis toute petite. Et d'ailleurs, elle continue de suivre ses cours de gym dans sa résidence senior. Autre chose symbolique quand même, il faut le dire, c'est que c'est la grand-mère d'une ancienne championne de gymnastique, elle s'appelle Émilie Vol, qui avait représenté, qui s'est envolée pour la France lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Où est-ce qu'on peut la voir et l'applaudir alors, Mélanie ? À Saint-Étienne, donc le 22 juin, pendant environ 200 mètres. Et sacré boulot quand même, vous l'avez tenu la... J'ai eu la chance, c'est lourd. Vous avez tenu la flamme. Il n'y a pas de prise. Sur les plateaux et en fait, de nos confrères du Figaro TV. Effectivement, c'est compliqué. Et sur 200 mètres, franchement, surtout à cet âge-là, c'est un défi. Et donc, défi accepté pour cette femme. Donc, allez, relevé. Respect, Mélanie Berger-Vol. Merci beaucoup. Puis vous vous entraînez parce qu'un jour, vous la portez, la flamme. Exactement, pour School TV. Ouais, à tous les coups. Grand oral. Des milliards de photos sont prises chaque année, des centaines de millions sont partagées, essentiellement via les réseaux sociaux. Raison de plus pour lire la photo en question, le nouveau livre de Pierre-Angélique Schuller et David Groison. Il vient de sortir chez Actes Sud Jeunesse. J'ai dit des milliards parce qu'en fait, j'ai commencé à chercher sur Internet nombre de photos prises dans le monde, etc. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu-là, mais c'est quasiment impossible de savoir en vrai. Donc, c'est impossible. Je suis tombé sur des évaluations, donc je me suis dit que... Mais des milliards, ça marche. Oui, des milliards fonctionnent. Je n'ai pas pris trop de risques. Effectivement, chacun voit bien à quel point soi-même on est producteur d'images et consommateur. Quand on regarde les statistiques où on voit que les jeunes collégiens passent plus de temps sur les écrans que sur les bancs du collège, on voit bien à quel point ils passent du temps à les regarder. Mais sur ces images qu'on produit justement, alors dans les questions que vous recevez quand vous faites ces ateliers, dans celles que vous posez dans le bouquin, il y a « Sommes-nous plus beaux sur les selfies ?» Ouais.
Si vous me demandez à moi, je dirais non, parce que j'ai une gros pif, tout ça, machin, c'est dégueulasse, mais voilà. Eh ben, c'est que je ne sais pas faire un selfie, non, je sais. Que vous n'y avez pas réfléchi assez, parce que du coup, il y a les deux réponses sont assez justes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, qu'on a un gros pif sur les selfies, ça c'est vrai, et du coup, il y a des chercheurs américains qui l'ont même mesuré et qui montrent que à cette distance du selfie, ça grossit l'effet de lentille, grossit notre nez de 30%, qu'il est plus épaté, etc. Le bout est plus épaté. Et en même temps, il y a aussi une réflexion plutôt des psychologues là, qui disent que le selfie, ça permet de contrôler son image. Et que notamment pour la jeune génération, l'idée qu'on puisse mettre des filtres, on puisse la travailler, etc. et choisir quelle image on poste de nous sur les réseaux sociaux est au fond beaucoup plus sécurisant que la photo que va faire un copain, un parent, etc. dans une soirée où on va être tout rouge, où on va avoir de la sueur, etc. Donc j'y ai pas assez réfléchi, je suis trop vieux, merci. Et pourquoi les autres sont toujours plus beaux sur Instagram? Pourquoi les autres sont toujours plus beaux sur Instagram? Là aussi, il n'y a pas de réponse, réponse toute faite, mais l'idée là, c'est qu'on livre des témoignages à la fois pour aider les jeunes à prendre ce recul-là, de se dire, au fond, quand c'est Adèle Exarchopoulos ou Émilie Ratajkowski qui en font effectivement postent des photos, il y a des maquilleurs, il y a un choix de photos, elles choisissent la lumière, etc. Il y a même des influenceuses qui témoignent en disant à quel point elles contrôlent aussi la façon d'être prise en photo, que de 3/4 ça amincit par rapport à... Oui, vous donnez des exemples aussi pour faire un profil spécialement musclé. Voilà, si on veut avoir des plus belles fesses, etc. Voilà. Et donc voilà, on livre aussi toutes ces informations-là, parce que c'est l'info qui me manquait, moi, quand je fais des selfies. On les a pas reçus, ceux-là. Non, alors vous avez pas reçu parce que c'est la différence entre photographier et montrer. Exactement. Différence que vous soulignez dans le bouquin, et je veux bien que vous nous en disiez deux mots d'ailleurs. Et notamment sur le droit à l'image, c'est-à-dire que la question qui revient assez souvent aussi là des ados, est-ce qu'on a le droit de me prendre en photo? Oui, on a le droit de te prendre en photo en fait. Tout le monde a le droit de prendre tout le monde en photo. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de diffuser ces images-là. Et donc on travaille avec une avocate effectivement sur qu'est-ce que c'est le droit à l'image, comment il rentre en résonance avec le droit à l'information ou le droit de création artistique, pour donner aussi ces clés-là pour réfléchir. Et lisez le bouquin parce que les réponses ne sont pas toujours super évidentes. Vous intervenez régulièrement dans les écoles ou devant des jeunes en général. On dit qu'ils sont plus avertis que les adultes ne le pensent. Vous le vérifiez ça? Ou finalement quand même ils ont des... Alors en tout cas, l'idée des ateliers, c'est on projette des photos et on raconte des histoires comme dans le livre. Bouquin, Donc il y a une forme de maïotique où effectivement ils sont avertis, ils voient des choses que moi j'avais pas vues, et donc il y a quelque chose à chaque fois de très riche et nourrissant. D'ailleurs, on salue plusieurs ateliers qu'on a menés là à la fin du bouquin, parce que c'est vrai, c'est né de ces rencontres avec le public, et en même temps, aucun d'entre nous n'a le temps de faire tout ce travail-là au quotidien, chaque seconde. On est pris par une émotion, une indignation. Donc il faut avoir au fond quelques réflexes. C'est ça qu'on peut avoir avec le bouquin. Et donc c'est hyper important que les enseignants, les médiathécaires, parce que les médiathèques aussi sont hyper engagés sur l'éducation aux médias et à l'image, fassent ce boulot-là, parce qu'ils ont besoin d'avoir ces bases-là pour construire leur réflexion. David Groison, directeur éditorial de Bayard Graphique. Vous travaillez pour Bayard Presse depuis... Quelques années. Je vais être pudique, moi. Mais vous connaissez les écoles dans la forêt, toutes ces choses-là. Il y a eu plein d'articles. Marie-Olivier va nous en parler dans quelques instants dans son cours particulier. Brandon, merci beaucoup. Manuel. Cours particulier, Marie-Olivier. Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Marie-Olivier pour son cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, dans ce cours particulier, nous partons avec vous à la découverte d'écoles dehors et de jardins dans les écoles, ce qui me dit un peu quelque chose quand même. Oui, avec l'arrivée tardive du printemps, j'avais envie de vous parler de verdure, de jardin à l'école, d'école dehors. Vous vous souvenez des forêt schools? Absolument. Il y a quelques mois. Pédagogie par la nature, venue tout droit de Scandinavie, c'est ça? C'est ça, exactement. Plutôt relativement développé dans les pays du nord de l'Europe de manière générale, mais surtout au Danemark. L'idée des forest schools, donc les écoles de la forêt, c'est vraiment d'immerger l'enfant dans la nature et de le faire apprendre par l'exploration, la découverte et la prise de risque. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie d'explorer ce qui se passe en France. Il y a des forest schools en France. Il y en a, elles se développent, et il y a même une semaine francophone de la classe dehors qui a lieu du 20 au 27 mai, donc bientôt. 1500 écoles sont concernées, de la maternelle au lycée. Chaque enseignant sortira une demi-journée avec ses élèves lors de cette semaine dédiée. Il y a même une plateforme de ressources en ligne avec plein d'activités, donc les profs
peuvent mettre leurs activités sur la plateforme et peuvent s'inspirer aussi d'autres jeux et découvertes de la part de leurs collègues. Et l'apprentissage dehors se fait vraiment sur le long terme. Donc c'est vraiment l'occasion de célébrer, mais globalement, normalement, ils font des sorties très régulières dans la nature à différentes saisons où les enfants peuvent explorer la faune, la flore dans l'école et dehors, et ils abordent tout cela de manière très interdisciplinaire. C'est cette régularité qui fait que les forest schools, c'est pas juste comme une sortie scolaire où on part au vert, quoi. C'est ça. Et une véritable approche pédagogique. C'est ça, en fait, faire classe dehors, c'est vraiment faire cours à l'extérieur. Donc il y a une transmission des savoirs et de compétences qui se passe dehors, tout simplement. Et pour cela, il n'y a pas forcément besoin d'être scolarisé en pleine campagne. Par exemple, l'un des fervents défenseurs de la classe dehors en France est à Paris. Alexandre Ribaud, il s'appelle. Alexandre Ribaud, c'est ça, et c'est un enseignant de maternelle. Il a commencé à donner cours dehors à la fin 2019. Donc chaque jeudi, avec sa classe de maternelle, il allait au parc et il laissait les enfants jouer librement. Tout cela a inspiré un grand nombre de ses collègues professeurs qui se sont intéressés à la pratique. Et en fait, Alexandre Ribaud, il est allé voir Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour demander à fonder une forest school en France, donc une école de la forêt. Et en fait, pendant 3 jours, il accueille des enseignants régulièrement pour qu'ils expérimentent et qu'ils se forment à cette pédagogie de classe dehors. Comme elle avait promis de mettre des milliers d'arbres, ça va être possible. Elle est où cette école de la forêt parisienne? On ne la voit pas pour le moment. C'est dans un square. Il n'y a pas besoin d'une grande forêt. Voilà, l'idée, c'est d'offrir aux enfants les forêts qu'on peut. Un petit champ d'exploration. Voilà, même en ville, il y a des morceaux de bois, des plantes, des feuilles, des pierres. Donc, ils peuvent tout à fait attiser, ça peut attiser non seulement leur curiosité, mais aussi leur sens. Et il faut dire que les apprentissages sensoriels sont au cœur de cette pédagogie. En fait, si les enfants ressentent la nature dans leur corps, eh bien, ils la comprendront mieux intellectuellement. Cette classe dehors, elle est quand même critiquée par certaines personnes qui jugent que la classe, c'est des choses sérieuses, ça doit se faire entre les murs. Exactement. Et on fait, un clin d'œil triste, mais plein d'estime, puisque j'ai dit entre les murs à Laurent Cantet, réalisateur du film qui est décédé la semaine dernière. Mais voilà, entre les murs. Voilà, donc effectivement, elle peut être critiquée. Elle peut être aussi critiquée par des courants qui sont plus progressistes et qui trouvent que l'approche d'exploration peut être trop individualiste, mais c'est pas forcément le cas. Dans la nature, l'enfant apprend à se débrouiller en collaborant avec les autres. C'est ce qu'explique Corinne Martel, qui est inspectrice de l'éducation nationale, et Sylvain Wagnon, professeur à l'université, dans un ouvrage qui est paru aux éditions ESF Sciences Humaines en 2022, qui s'intitule « Jardiner à l'école pour s'ouvrir au monde ». Et l'idée du jardin, c'est vraiment intéressant parce que c'est moins ambitieux que d'aller tout le temps dehors. Un jardin peut être créé au sein d'une école et c'est assez facile. C'est ce que le livre met en avant. C'est pas une invention récente d'ailleurs, le jardin pédagogique. Non, c'est intéressant. Les auteurs de ce livre montrent qu'il prend ses racines dans l'histoire pédagogique. Jules Ferry, déjà dans ses programmes, insistait sur la plantation d'un jardin au cœur de chaque école. Et les futurs enseignants étaient aussi formés au jardin et à l'entretien d'un jardin pédagogique quand ils étaient à l'école normale. Donc à cette époque, le jardin était vraiment aussi le lieu d'une approche interdisciplinaire, donc sciences évidemment, histoire, mathématiques appliquées. Et c'est seulement dans les années 70, avec la bitumisation, que ces espaces-là ont été enterrés. Et donc ils réémergent dans un contexte qui est le contexte du dérèglement climatique, du réchauffement. Exactement. Et les vertus du jardin et de la classe dehors sont nombreuses. Si les enfants sont exposés régulièrement à la nature, par exemple toutes les semaines, ils commencent à la comprendre, à la connaître. Ils n'ont pas peur et ils apprennent à l'apprivoiser, à la respecter. Et plusieurs études montrent aussi que les enfants, au contact de la nature, améliorent leur confiance en eux et la collaboration. Génial, merci beaucoup, chère Marie. Je recherche une dernière image également pour faire le lien avec votre bouquin. C'est cette question que vous posez, je ne la retrouve pas. Il y a une femme qui plonge la tête dans l'eau. Donc à la fois c'est une girafe, elle se cache et en même temps elle crève de chaud parce qu'il fait chaud. Et vous dites par exemple toute la façon de représenter le réchauffement climatique, les photos, les images qu'on produit, elle est extrêmement importante. Elle est importante et il y a eu une enquête comme ça qui a étudié plus de 200 publications sur le réchauffement climatique. Et il y a une surreprésentation d'enfants qui jouent dans les jets d'eau, qui mangent des glaces. C'est chouette le réchauffement climatique. Or, on va se baigner à la mer en janvier. Des dizaines de milliers de morts dues aux canicules. On ne les représente pas à la fois éditorialement, mais aussi visuellement. Et donc, c'est cette question-là. Voilà, il y a un certain nombre de médias, d'ailleurs, Le Monde que vous citiez en fait partie. Je crois que France 2 également avait mené une grosse réflexion là-dessus pour la présentation de ces journaux météo, pour arrêter de donner une image désirable, finalement, à ce qui est l'effet du réchauffement climatique. Marie, merci beaucoup. Merci. David, merci beaucoup. Avec Pierre-Angélique Schuller, vous signez la photo en question. Il y en a 30. Elles sont passionnantes. C'est des vraies questions que posent les ados pendant des ateliers. C'est chez Actes Sud Jeunesse. Et vous l'aurez vu, puisqu'on l'a feuilleté un petit peu, le bouquin est par ailleurs richement illustré.
illustré. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, pour la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée par Pénélope Day, qui sont en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Elisa Bernardo à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous retrouvez La Quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.